Bonjour et bienvenue sur ce cours vidéo d'informatique, je suis David pour ordirepar.com et aujourd'hui on va démarrer une nouvelle série de vidéos destinée principalement aux débutants et consacrée à l'utilisation de Windows. En effet, dans mon entourage, dans ma famille, parmi mes amis, mais également parmi mes clients, de nombreuses personnes viennent me voir et me disent Oui David, je sais faire des choses, je sais aller sur internet, je sais un petit peu taper un courrier, mais je suis quand même pas très à l'aise avec tout ça parce que je comprends pas bien comment tout ça fonctionne et puis surtout j'ose pas trop toucher parce que j'ai peur de faire des bêtises. Si vous êtes dans ce cas, ces vidéos sont faites pour vous. On va ensemble faire un tour d'horizon de Windows et des différentes choses qu'il compose, et on va s'attarder sur quelques petits réglages qu'on peut faire, des petits paramétrages qui peuvent nous faire gagner un petit peu de temps, et surtout vous faire découvrir finalement ce qui se cache derrière tous ces termes un peu barbares, le bureau, le menu démarrer, la barre de tâches. On va revisiter tout ça ensemble. Et donc, même si vous avez déjà l'habitude d'utiliser l'ordinateur et que vous l'utilisez au quotidien pour votre travail, par exemple, ou même simplement pour votre usage personnel, pour aller sur Internet, il se peut que certains détails vous aient échappé, et que peut-être certaines fonctionnalités n'aient pas été suffisamment claires au départ et que vous n'ayez pas forcément pris conscience de ce que vous pouviez faire avec tout ça. Donc, je vous propose au travers de ces vidéos de démystifier un peu l'utilisation de Windows. Donc, on va démarrer sur cette première vidéo avec le bureau de Windows. Donc sans plus attendre, on passe derrière l'écran, juste après un petit générique. Et bien nous voilà à présent devant l'ordinateur, et lorsqu'on allume un ordinateur équipé de Windows, on arrive sur un écran qui est similaire à celui-ci. On appelle cet écran le bureau de Windows, ou plus simplement le bureau. Le bureau est composé à 90% d'une image d'arrière-plan qui tapisse le fond de l'écran et qui est personnalisable. C'est pour cette raison que vous avez probablement une image qui est différente de la mienne. En effet, il se peut que le fabricant de votre ordinateur l'ait personnalisé avec son propre logo. On verra ensemble qu'on peut y mettre à peu près n'importe quelle image. Mais continuons ce tour d'horizon. On peut également trouver sur le bureau ces petites vignettes qu'on appelle des icônes. Et les icônes sont en fait un moyen d'accéder aux différents programmes de votre ordinateur ou à certains dossiers de votre ordinateur. On trouve notamment une icône qui s'appelle la corbeille. La corbeille, comme son nom l'indique, est une sorte de poubelle à l'intérieur de laquelle vont se placer les documents que vous allez supprimer de votre ordinateur. Il faudra bien entendu penser à vider cette corbeille si vous souhaitez libérer de la place sur votre disque dur. En bas de l'écran, on va trouver une autre zone qui s'appelle la barre de tâches. La barre de tâches est composée de 3 parties. La première d'entre elles est ce bouton rond avec le logo de Windows à l'intérieur qui s'appelle le bouton démarrer. Si on clique dessus avec le bouton gauche de la souris, on fait apparaître un menu qui est le menu principal de l'ordinateur et qu'on appelle le menu démarrer. On verra dans une prochaine vidéo qu'on peut personnaliser ce menu démarrer. Juste à droite du bouton démarrer, on trouve la zone de lancement rapide. Cette zone de lancement rapide va contenir les icônes des différents programmes que vous utilisez le plus souvent. On verra également qu'on peut la personnaliser. Tout à droite, on va trouver une autre zone qui s'appelle la zone de notification. Cette zone de notification contient notamment l'horloge et diverses icônes qui vont vous permettre de savoir, par exemple, que le volume du haut-parleur est à 67% en ce moment, que vous êtes connecté au réseau, qu'il y a des problèmes à résoudre sur votre ordinateur. Et on va également trouver cette petite flèche, et en cliquant sur cette petite flèche, on verra quels sont les programmes qui sont en ce moment en cours d'exécution sur votre ordinateur. C'est-à-dire que ces programmes utilisent en ce moment des ressources de l'ordinateur. Mais revenons un peu sur le bureau, et regardons ce qu'on peut faire d'autre avec ce bureau. Si on clique avec le bouton droit sur le bureau, on fait apparaître un menu. Ce type de menu s'appelle un menu contextuel, tout simplement parce que selon l'endroit où on clique, le menu va contenir des options différentes. Par exemple, si je clique avec le bouton droit sur une icône, vous voyez que le menu est différent. Mais revenons sur le bureau et restons-y pour le moment. Si je clique sur ce bouton, je fais donc apparaître ce menu contextuel, et dans ce menu, vous verrez que certains éléments comportent une petite flèche sur le côté. Ça veut simplement dire qu'il y a un sous-menu. Si je pointe la souris sur ce menu, sur cet élément de menu, le sous-menu apparaît, et je peux choisir les options que je souhaite régler dans ce menu. Par exemple, on peut régler des options d'affichage et définir qu'on souhaite avoir de grandes icônes. Si je clique dessus, vous voyez que la taille des icônes a changé. Si je souhaite revenir à l'état initial, je clique à nouveau avec le bouton droit sur le bureau, je vais dans le menu affichage, et dans le sous-menu, je choisis icône moyenne. Voilà, les icônes sont redevenues comme tout à l'heure.
mais on peut constater qu'elles n'ont pas retrouvé leur place d'origine. Ce n'est pas très grave. Sur le bureau, on peut placer les icônes à peu près comme on le souhaite. Si je souhaite déplacer une icône, je vais simplement dessus et je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé. Et pendant que je maintiens ce bouton gauche enfoncé, je déplace l'icône à l'endroit souhaité. Je peux faire ça pour n'importe quelle icône et les placer où je souhaite sur l'écran. Ici au milieu, ou complètement à l'opposé. Je peux également demander, grâce au menu, à ce que Windows réorganise automatiquement les icônes. Si je clique dessus, toutes les icônes se sont déplacées et ont été rangées sur le côté de l'écran. Et ça évite justement d'avoir, comme on peut le voir parfois, donc je vais enlever cette option, certaines icônes un peu par-ci, un peu par-là, enfin ça devient vite la pagaille. Si je clique sur réorganiser les icônes automatiquement, elles sont automatiquement rangées. On a d'autres options qui nous permettent de trier ces icônes, soit par nom, par taille, par type d'élément, ou par date de modification. Dans ce menu contextuel, on trouve une autre option qui s'appelle Nouveau, qui nous propose un sous-menu et qui nous permet de créer de nouveaux éléments. Un nouveau dossier, un nouveau raccourci par exemple, ou tout type de document. Alors, si vous avez par exemple Microsoft Word installé dans votre ordinateur, vous pouvez directement à partir de ce menu créer un document vierge. Je n'ai pas Microsoft Word installé sur cet ordinateur, mais je vais par exemple créer un nouveau document texte vide. Je clique simplement pour ça sur Document texte. Et vous voyez que sur le bureau est apparu un nouveau document texte. Pour l'instant, je ne vais pas m'attarder sur la façon de renommer ce fichier, mais si je clique dessus, je vois que je peux l'ouvrir et écrire à peu près ce que je veux dedans. Pour fermer les programmes, on a toujours cette petite croix rouge qui nous permet de fermer l'application. Vu que j'ai modifié le texte, il me propose d'enregistrer le document, ce que je ne souhaite pas faire. Et on va voir maintenant qu'on peut également supprimer cette icône. On peut supprimer ce document. Si je clique dessus avec le bouton droit de la souris, j'obtiens un menu contextuel propre à ce document. Et dans ce menu, j'ai l'option Supprimer. Je clique sur Supprimer. Il me demande confirmation, je dis oui. Et vous voyez que l'icône de la corbeille a changé. Elle contient maintenant des choses. Je vais cliquer avec le bouton droit sur la corbeille pour la vider. Je suis bien certain de vouloir supprimer ce document. Je dis oui. Et la corbeille est à nouveau vide. Toujours dans le menu contextuel du bureau, on a d'autres options qui vont nous permettre de personnaliser l'affichage, notamment la résolution d'écran. Si je clique dessus, j'obtiens un menu qui me permet de choisir quelle est la résolution souhaitée. Ici, je vais voir sur quel écran je suis raccordé. En l'occurrence, en ce qui me concerne, je suis sur une télévision Sony, et c'est pour cette raison que j'ai Sony TV. Ensuite, on a la résolution de l'écran. Et en cliquant sur cette petite flèche, on fait apparaître le menu qui va nous permettre de choisir la résolution souhaitée, c'est-à-dire le nombre de points en largeur par le nombre de points en hauteur. Jusque-là, je suis en 1360 points par 768, c'est-à-dire 1360 points en largeur et 768 en hauteur. Si je souhaite modifier cet affichage, il me suffit de faire défiler cette petite barre et de choisir la résolution souhaitée. Bien sûr, plus la résolution est basse, plus les icônes vont apparaître grosses et plus le texte va être gros. Mais parfois, ça peut être gênant dans certains programmes, tout simplement parce qu'on a moins de choses à l'écran et on est obligé de faire défiler les éléments. C'est pour cette raison que j'ai choisi l'affichage maximal. Mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez, de façon à avoir une utilisation plus confortable de votre écran et de votre ordinateur. Une fois que vous avez sélectionné la résolution souhaitée, vous cliquez sur OK. On peut également, depuis le menu, accéder aux gadgets. Alors, le bureau de Windows peut être équipé de gadgets. On va cliquer dessus et voir ce qui se passe et ce qu'on nous propose. On a une fenêtre qui apparaît avec plusieurs gadgets disponibles. Une horloge par exemple, un diaporama, la météo ou un calendrier. Si je souhaite par exemple récupérer le calendrier sur mon bureau, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace ce calendrier à l'endroit souhaité. Attention, ça c'est valable uniquement pour Windows 7. Pour Windows Vista, qui est la version précédente, vous aviez sur le côté une barre sur laquelle vous pouvez déposer des gadgets. Vous ne pouvez pas placer les gadgets où vous le souhaitez sur votre écran. En revanche, sur Windows 7, c'est possible. Si je prends par exemple l'horloge et que je souhaite la mettre ici, il me suffit de la déplacer, de la lâcher exactement à l'endroit souhaité et elle restera à cet endroit.
Je peux maintenant fermer cet écran et avoir mon bureau avec une horloge et le calendrier. Et vous voyez que si je pointe ma souris sur ce gadget, j'ai ce petit menu qui apparaît qui va me permettre de le personnaliser ou de le fermer. En l'occurrence, je ne souhaite plus avoir l'horloge sur le bureau, je vais cliquer sur fermer. Et je vais également me débarrasser du calendrier, donc je vais faire la même chose, je pointe simplement la souris sur le calendrier et je clique sur le bouton fermer. Une dernière option qu'on a dans ce menu est de personnaliser. Alors personnaliser, c'est toutes les options qui vont être personnalisables pour ce bureau Windows. Alors, on reviendra sur cet écran tout de suite derrière, mais on va d'abord regarder quelles sont les options qu'on peut personnaliser. Notamment, je vous disais tout à l'heure, l'arrière-plan du bureau. Si je clique dessus, j'obtiens une liste avec des photos contenues dans l'ordinateur. Il me suffira de cliquer sur l'une de ces photos pour changer l'arrière-plan. Par exemple, si je clique sur cette image, vous voyez que l'arrière-plan a changé et est maintenant recouvert de ces petits personnages que j'ai sélectionnés. Pour enregistrer les modifications, je clique simplement sur enregistrer les modifications. Je peux à n'importe quel moment revenir et changer à nouveau cette image. Je vais revenir sur l'image d'origine et je peux choisir la façon dont cette image s'affiche. Si je souhaite qu'elle remplisse l'intégralité de l'écran ou qu'elle soit ajustée, étirée, en mosaïque ou centrée. On peut aussi avoir plusieurs images sélectionnées. Par exemple, si je sélectionne en cochant ces petites cases, 4 de ces images, et je lui demande de changer ces images toutes les 30 minutes, les 15 minutes, les 10 minutes, ou autres, 10 secondes par exemple, et de faire un affichage aléatoire. En l'occurrence, je ne souhaite pas avoir toutes ces images, je vais garder une seule photo, et je vais enregistrer les modifications. On peut également changer la couleur des fenêtres, en cliquant sur couleur des fenêtres. Par défaut, elles sont bleues, mais je peux les avoir roses, vertes, jaunes, orange, rouge. Personnellement, je préfère la couleur bleue. Je garde, enfin bleu ciel, pardon, et je la garde comme ça. Je clique sur enregistrer. On peut également avoir des sons qui se déclenchent à certains événements de Windows. On ne va pas en parler tout de suite, c'est pas très intéressant. On peut également définir l'écran de veille de l'ordinateur, c'est-à-dire que au bout d'une certaine inactivité de l'ordinateur, une petite animation se déclenche, par exemple un balai de lignes. On voit ici un aperçu de ce que ça peut donner. Alors, si je mets par exemple quelque chose qui soit un peu plus parlant, des bulles, on voit que des petites bulles s'animent en fait sur le fond d'écran. Si je choisis cet écran de veille, au bout d'une minute, j'aurai des bulles qui s'animent sur mon écran, jusqu'à ce que je bouge la souris et que je reprenne une activité. Je vais pour l'instant cliquer sur annuler. La combinaison de cet arrière-plan, des couleurs de fenêtres, des sons et des écrans de veille peut être appelée un thème. Et on va voir dans cette liste qu'il y a plusieurs thèmes prédéfinis dans Windows. Par exemple, si je choisis le thème paysage, j'aurai un certain type d'affichage avec des couleurs différentes, avec des images d'arrière-plan, de paysage, qui changent toutes les 30 minutes ou à chaque démarrage. Je ne souhaite pas avoir de thème, donc je vais reprendre mon thème d'origine, c'est-à-dire mon fond d'écran simple, sans écran de veille, avec mes sons classiques de Windows. Je ferme maintenant cette fenêtre, et on va se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà à peu près ce qu'on pouvait dire du bureau de Windows. Donc on a vu ensemble qu'on pouvait personnaliser l'image de fond, qu'on pouvait déplacer des icônes sur le bureau, qu'on pouvait en créer de nouvelles, qu'on pouvait changer les couleurs des fenêtres, qu'on pouvait placer des gadgets également sur le bureau, changer la taille des icônes. Donc ça fait pas mal de choses d'un coup. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On verra dans les prochaines vidéos qu'on peut personnaliser également le menu démarrer, la zone de lancement rapide, mais également la zone de notification et changer la façon dont Windows nous avertit des différents programmes qui sont en cours de fonctionnement. C'était David pour ordirepar.com et on se retrouve pour la prochaine vidéo consacrée au menu démarrer. Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de ce cours vidéo d'informatique destiné aux débutants et consacré à l'initiation à Windows et à la découverte de Windows. Je suis David pour ordirepar.com. Dans la première vidéo, on s'est intéressé au bureau, ce que c'était que le bureau de Windows, à la façon dont on pouvait le personnaliser. Dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser au menu démarrer, voir à quoi il sert, de quoi il est composé, et surtout comment on peut le personnaliser. Je vous propose de voir ça tout de suite. On passe devant l'écran, juste après un petit générique.
Nous voilà de retour sur l'ordinateur et on va pouvoir maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans le menu démarrer. Pour ça, on va aller cliquer sur le bouton démarrer qui, rappelez-vous, se trouve en bas à gauche de votre écran. Ça ouvre le menu démarrer et on peut déjà constater qu'il est divisé en deux parties. Une partie sur fond blanc qui se trouve sur la gauche et une partie sur la droite. La partie qui se trouve sur la gauche, sur fond blanc, correspond aux derniers programmes qui ont été utilisés sur cet ordinateur. Plus un programme a été utilisé souvent, et plus il se trouvera en haut de la liste. On peut également constater qu'il y a des petites flèches sur certains de ces programmes. Ces petites flèches vont nous permettre de voir quels sont les derniers fichiers récents qui ont été ouverts à l'aide de ce programme. Il suffit pour ça de pointer la souris sur la petite flèche. Juste en dessous de cette liste de programmes, on va trouver un autre bouton qui est très important, qui s'appelle « Tous les programmes ». Si on clique sur « Tous les programmes », on obtient la liste de tous les programmes qui sont installés sur cet ordinateur. Et on peut très facilement revenir à la liste des derniers programmes utilisés en cliquant sur « Précédents ». Juste en dessous, on va trouver une zone de recherche. Cette zone de recherche va nous permettre de retrouver des programmes ou des fichiers stockés sur l'ordinateur. Par exemple, si je cherche le programme Paint, qui permet de faire du dessin dans Windows, il me suffira de taper Paint, P-A-I-N-T, dans cette zone de recherche. Et vous voyez que le résultat est quasiment instantané, mais ça peut prendre quelques secondes selon l'endroit où se trouve le fichier. Et ça me donne la liste de tous les programmes qui sont associés à Paint, de tous les fichiers qui peuvent être associés à Paint. En l'occurrence, le premier de la liste me convient, c'est Paint, c'est le logiciel Paint pour dessiner. Je clique dessus une fois avec le bouton gauche, et ça lance l'application. Je peux le refermer. Revenons sur le menu démarrer. On va maintenant regarder ce qui se passe à droite du menu démarrer. Et donc sur la droite, on constate qu'on a des accès à documents, images, musique. On a aussi jeux et ordinateur. Documents, images et musique sont en fait vos dossiers personnels. Vous avez sur l'ordinateur, pour chaque utilisateur de l'ordinateur, un dossier personnel qui contient une liste de documents qui sont en principe des courriers ou autres types de documents bureautiques, des images qui peuvent être des photos, des dessins, et de la musique. Quand vous souhaitez ranger quelque chose, idéalement, essayez de respecter ce type de classement. On trouvera juste au-dessus un autre bouton qui nous permet d'accéder à votre dossier personnel directement, qui est la base de votre dossier personnel, et le nom de ce bouton correspondra à votre nom ou votre prénom. En général, il vous est demandé à l'installation de l'ordinateur, au premier démarrage, mais parfois, les fabricants imposent un nom arbitraire. Donc je vais cliquer sur ce bouton, et ça a pour effet de m'ouvrir mon dossier personnel, et je peux constater qu'à l'intérieur de ce dossier personnel, je vais retrouver ma musique, mes documents, mes images, mais également mes vidéos, des parties enregistrées si j'ai des jeux en cours, d'autres documents comme les recherches, les derniers téléchargements qui ont été faits à l'aide de Internet Explorer, la liste des favoris d'Internet Explorer, également les contacts et le contenu de mon bureau. Alors, pour faire simple, on va tout de suite éclaircir un point qui peut être un petit peu mystérieux. Le dossier Ma musique, mes documents et mes images sont exactement les mêmes dossiers qui se trouvent ici. Documents correspond à mes documents, images correspond à images. Si je pousse un petit peu la fenêtre, on va le voir. Image correspond à mes images et musique correspond à ma musique qui se trouve ici. Et vous remarquerez qu'il y a également un dossier Mes vidéos qui n'apparaît pas sur cette liste. Et bien c'est ce que je vous propose maintenant de personnaliser en cliquant avec le bouton droit sur la barre de tâches à un endroit vide. On va cliquer sur Propriétés dans le menu contextuel et ensuite on va sélectionner l'onglet Menu démarrer. On va enfin cliquer sur Personnaliser. Et dans cette liste, nous allons pouvoir choisir quels sont les éléments qui sont affichés dans le menu démarrer. Donc on peut constater que document est affiché en tant que lien, que le dossier personnel est également affiché en tant que lien, image également. Si je descends, on va retrouver les jeux, on va retrouver la musique. Et si je continue de descendre, on va voir que vidéo est marqué comme ne pas afficher cet élément. Nous allons cliquer simplement sur afficher en tant que lien et valider en cliquant sur OK. On clique à nouveau sur OK.
Et maintenant, si je regarde dans le menu démarrer, vous constaterez que le dossier vidéo est maintenant disponible également dans la liste des raccourcis. On va retrouver en dessous un autre lien qui est important, qui s'appelle ordinateur. Ordinateur, si je clique dessus, m'ouvre l'explorateur de Windows et me permet de voir les lecteurs actuellement raccordés à l'ordinateur. À savoir que sur cet ordinateur, j'ai 2 disques durs et que j'ai un lecteur de CD DVD, graveur également. On pourra très bien retrouver dans cette liste toutes les clés USB, les disques durs externes, toutes les choses qui pourraient se raccorder, qui sont des périphériques de stockage, qui pourraient être raccordés à l'ordinateur. On ferme à présent ces 2 dossiers. On va regarder une dernière petite chose, 2 dernières petites choses, qui sont intéressantes. Revenons un peu sur la partie gauche. Donc vous voyez que les derniers programmes utilisés sont listés ici. Mais que se passe-t-il si par exemple je souhaite avoir un programme en permanence? Eh bien c'est très simple. Par exemple, pour aller sur Internet, j'utilise Google Chrome. Donc je vais rechercher par exemple Chrome. Il me le trouve. Et à présent, je vais cliquer avec le bouton droit sur Google Chrome. Et je vais sélectionner Épingler au menu démarrer. En sélectionnant Épingler au menu démarrer, ce programme sera toujours disponible. Je clique ailleurs et je reviens dans le menu démarrer. Et vous constatez maintenant que Google Chrome se trouve en haut de la liste. Il est séparé des autres programmes par une petite barre, ce qui m'indique bien que c'est un programme qui a été épinglé. Pour le lancer, il me suffira de cliquer dessus. Si par exemple vous vous êtes trompé, ou tout simplement que vous souhaitez faire disparaître ce logiciel de la liste des raccourcis directement épinglé au menu démarrer, il suffira de cliquer à nouveau avec le bouton droit dessus et de cliquer sur détacher du menu démarrer. Le programme n'est plus disponible dans la liste, on peut néanmoins le retrouver en tapant son nom, il est toujours dans l'ordinateur, on peut encore le lancer. Pour finir, on va s'intéresser à 2 autres options, que sont le panneau de configuration, qui vous permet de régler tous les paramètres fins de votre ordinateur, tous les réglages très pointus de votre ordinateur. On ne va pas rentrer dans le détail sur cette vidéo-là, on fera une autre vidéo pour détailler un peu ce qu'il y a dans le panneau de configuration et la façon de paramétrer certains des éléments de ce panneau de configuration, qui est, ma foi, très complexe. Et on va regarder un dernier point, qui est le bouton qui se trouve en bas. Vous remarquerez que c'est le bouton arrêter, et c'est celui qui vous permet d'éteindre l'ordinateur. Donc il est conseillé de s'en servir pour éteindre l'ordinateur. Vous pouvez constater à côté de ce bouton que parfois, il y aura une sorte de bouclier avec un point d'exclamation. Ce bouclier indique simplement que Windows a des mises à jour qui doivent être installées. Les mises à jour ont déjà été téléchargées, elles sont prêtes à être installées, elles s'installeront au moment où l'ordinateur s'éteindra. En effet, Windows n'est pas un logiciel figé, c'est un logiciel qui évolue. Et la société Microsoft, qui édite ce logiciel Windows, crée régulièrement des mises à jour. Ces mises à jour sont disponibles en téléchargement, elles se téléchargent automatiquement, en fonction du paramétrage qu'on verra probablement dans une autre vidéo qui peut être faite dans le panneau de configuration, et elles s'installent soit immédiatement, quand c'est possible, soit parfois, il faut attendre que l'ordinateur s'éteigne. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de l'éteindre régulièrement, de façon à installer ces mises à jour. Un dernier détail, cette petite flèche qui se trouve juste à côté du bouton arrêter, en pointant la souris dessus et en cliquant dessus, on obtient d'autres possibilités comme la possibilité de mettre en veille l'ordinateur ou de le redémarrer. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le menu démarrer. On se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà, c'est à peu près ce qu'on pouvait dire sur le menu démarrer. On a vu que sur la gauche, on avait les programmes récemment lancés. On a vu que les documents qui y étaient rattachés étaient également à cet endroit. On a vu qu'on pouvait accéder à la liste intégrale des programmes en cliquant sur tous les programmes et que ça nous permettait de retrouver un programme en particulier. Que si on avait envie de rechercher un programme, on pouvait également utiliser la zone de recherche du bas de ce menu démarrer. On tape le nom du programme et ça nous permet de le retrouver. On a vu qu'on pouvait épingler un programme en haut de la liste, ce qui nous donne un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à certains programmes, ceux qu'on utilise le plus souvent.
On a vu également que sur la partie droite, on avait accès à vos documents personnels, les documents comme mes images, ma musique, mes vidéos, que ces documents étaient dans votre dossier personnel, qui porte votre nom en général, ou votre prénom, enfin ça dépend comment ça a été configuré, éventuellement peut-être par le fabricant, et que tous ces documents-là sont des dossiers, tout simplement. On a vu que certains n'apparaissaient pas, comme par exemple la vidéo, le dossier Mes vidéos n'apparaissait pas dans le menu démarrer à l'origine. On a été personnaliser le menu démarrer en faisant un clic droit sur la barre des tâches, en cliquant sur Propriétés dans le menu contextuel, puis dans l'onglet Menu démarrer, et ensuite sur le bouton Personnaliser. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait beaucoup d'options dans cette option de personnalisation, beaucoup de cases qu'on pouvait cocher, beaucoup de choses qu'on pouvait faire. N'hésitez pas à faire des essais par vous-même, et vous verrez que finalement vous ne risquez rien du tout. Vous savez précisément comment le retrouver, donc il n'y a pas vraiment de danger là-dessus. Il suffira de réactiver certains liens si vous les avez enlevés, et si vous affichez trop de choses, c'est simple, il suffira de les enlever également si vous vous êtes trompé. On a vu que dans ce menu démarrer, sur la partie droite toujours, on avait accès à un bouton qui s'appelait ordinateur, et que ce bouton ordinateur donnait la liste des lecteurs raccordés à votre ordinateur, c'est-à-dire les disques durs, les lecteurs CD, éventuellement les lecteurs de cartes, les cartes mémoire, comme les cartes SD qui sortent des appareils photo. On a vu qu'on pouvait éventuellement raccorder des clés USB, des choses comme ça, et que tout ça va apparaître dans cet explorateur et dans la partie ordinateur. On a parlé également rapidement du panneau de configuration. Alors c'est vrai qu'on a très rapidement survolé cette partie-là, mais le panneau de configuration, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Alors, rien de grave là-dedans, bien sûr, aucun problème, on fera d'autres vidéos qui expliqueront plus en détail certains éléments du panneau de configuration. Et on a vu enfin qu'on pouvait arrêter l'ordinateur, et même tout simplement, je pense que vous l'avez déjà fait, que pour arrêter l'ordinateur, on utilise ce menu démarrer, on utilise le bouton arrêter. Et que parfois, une petite icône en forme de bouclier apparaissait à côté du bouton arrêter, et tout simplement, ça signifiait que l'ordinateur avait des mises à jour qui devaient être installées. Effectivement, comme je vous l'ai dit, Windows est mis à jour régulièrement par Microsoft, et ces mises à jour se téléchargent, en tout cas peuvent se télécharger de façon automatique, et certaines de ces mises à jour nécessitent l'arrêt de l'ordinateur pour pouvoir être installées. On a vu que de là, on pouvait également redémarrer ou mettre en veille l'ordinateur. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez un doute sur quelque chose, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, je vous invite à la revisionner, et de même que la vidéo concernant le bureau de Windows. En attendant, je suis David pour ordirepar.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à la partager, à en parler autour de vous, à mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympathique. Évidemment, vous pouvez mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la prochaine vidéo, en fait, qui va correspondre normalement à la suite, c'est-à-dire la barre de tâches. Voilà, à bientôt. Bonjour et bienvenue sur la troisième partie de ce cours vidéo d'informatique destiné aux débutants et consacré à l'initiation et à la découverte de Windows. Je suis David pour ordirepar.com, et après avoir vu le bureau et le menu démarrer de Windows, on va aujourd'hui s'intéresser à la barre de tâches. Et on va voir exactement comment elle fonctionne et ce qu'on peut faire avec la barre de tâches, également comment on peut la personnaliser. Mais sans plus attendre, un petit générique et on se retrouve devant l'écran. Nous voilà de retour sur le bureau de Windows, et nous allons à présent pouvoir nous intéresser à la barre de tâches. La barre de tâches est un élément essentiel de Windows, et il est très important de comprendre son fonctionnement, tout simplement parce que tout Windows s'articule autour de la barre de tâches. La barre de tâches se trouve en bas de votre écran. Elle est constituée de plusieurs icônes, et si vous avez déjà utilisé l'ordinateur, vous aurez certainement remarqué que son apparence va se modifier en fonction des programmes qui sont en cours de fonctionnement. Commençons tout de suite en ouvrant par exemple l'explorateur de Windows. Pour ça, je vais cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'icône correspondante dans la barre de tâches. L'explorateur de Windows s'est bien ouvert. Et si vous regardez dans la barre de tâches, vous remarquerez que l'icône est maintenant en surbrillance et qu'elle est encadrée et sur fond blanc. Cet encadrement signifie simplement que le programme est actuellement en cours de fonctionnement. Nous allons faire un détour par les icônes qui se trouvent en haut à droite de l'explorateur de Windows, tout simplement parce que ces icônes sont les mêmes qui se trouvent dans tous les programmes Windows. Ce sont en fait des boutons. Ces boutons vont nous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités de manipulation des fenêtres. Si je clique par exemple sur le premier bouton, je vais accéder à la fonction de réduction de la fenêtre, c'est-à-dire que la fenêtre va se réduire dans la barre des tâches. Vous voyez que la fenêtre a disparu de l'écran et qu'elle est réduite dans la barre de tâches. Vous pouvez remarquer que le programme est toujours en cours de fonctionnement parce que l'icône est toujours en surbrillance. Le programme ne s'est donc pas arrêté et il continue de fonctionner en arrière-plan.
Si vous souhaitez retrouver cette fenêtre, telle que vous l'avez laissée, il suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'icône correspondante dans la barre des tâches. Le programme s'ouvre alors à nouveau et vous le retrouvez dans l'état où il était au moment de sa réduction. Le deuxième bouton va nous permettre de modifier les proportions de la fenêtre, c'est-à-dire qu'actuellement, la fenêtre n'occupe pas l'intégralité de l'écran. Si je clique sur ce bouton, la fenêtre a été agrandie et occupe maintenant l'intégralité de l'espace du bureau. Si je souhaite retrouver la taille de la fenêtre d'origine, je clique à nouveau sur ce bouton. Le troisième et dernier bouton est une croix sur fond rouge qui va nous permettre d'arrêter le fonctionnement de ce programme. Si je clique dessus, la fenêtre se ferme et le programme s'arrête. Vous pouvez constater que le programme s'est bien arrêté parce que l'icône n'est plus en surbrillance. Ouvrons à présent à nouveau l'explorateur de Windows et intéressons-nous à ce qui se passe si nous essayons d'ouvrir plusieurs fenêtres de ce même explorateur. Par exemple, si je vais explorer le contenu du disque dur et que je souhaite avoir une deuxième fenêtre pour consulter, par exemple, le dossier Mes documents. Pour ça, il va falloir cliquer avec le bouton droit sur l'icône correspondant dans la barre des tâches. Le menu contextuel apparaît et de là, il faudra sélectionner à nouveau Explorateur Windows. Une deuxième fenêtre est apparue et vous pouvez constater que nous ne sommes pas dans le même dossier. Les deux fenêtres ne contiennent pas la même chose. Si je souhaite basculer de l'une à l'autre, bien entendu, je peux faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire en cliquant sur les fenêtres respectives, mais dans la barre de tâches, je peux également basculer d'une fenêtre à l'autre. Pour ça, je pointe simplement la souris sur l'icône correspondant à la barre de tâches, et vous constaterez qu'il y a deux petites vignettes, chacune correspondant à l'une des sessions de cet explorateur Windows. Je peux, en pointant simplement la souris, avoir un aperçu de ce que c'est, et si je souhaite vraiment changer, je clique sur l'icône, sur la fenêtre correspondante. Je peux basculer sur l'autre fenêtre en cliquant à nouveau sur cet aperçu. Si vous regardez l'icône qui se trouve dans la barre de tâches, vous remarquerez qu'elle a légèrement changé et que maintenant elle représente deux icônes l'une sur l'autre, tout simplement parce qu'il y a deux fenêtres. Alors, vous allez peut-être vous dire, si j'ouvre 10 fenêtres, j'aurai 10 icônes l'une sur l'autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ou heureusement peut-être, pour une raison simplement d'esthétique. Il n'est pas possible de dessiner autant de fenêtres, sinon ça va vite devenir la pagaille à l'écran. Mais si j'ouvre une troisième fenêtre, vous remarquerez que j'ai une troisième icône qui est apparue, et que ça ne se reproduit pas si j'ouvre une quatrième fenêtre. 3 niveaux sont suffisants, en tout cas, pour indiquer qu'il y a plusieurs fenêtres ouvertes. Je vais à présent pouvoir fermer ces fenêtres, ces différents explorateurs. Et nous allons regarder ce qui se passe, par exemple, quand on ouvre deux programmes en même temps. Si j'ouvre d'un côté l'explorateur de Windows et d'un autre côté Internet Explorer, qui est un navigateur qui permet d'aller sur Internet. Si je souhaite basculer d'un programme à l'autre, il me suffit simplement d'aller cliquer sur l'icône correspondante. En cliquant ici, je tombe sur l'explorateur de Windows. Si je clique sur l'icône d'Internet Explorer, je bascule sur Internet Explorer. Je vais à présent fermer l'explorateur de Windows et nous allons voir que Internet Explorer fonctionne exactement sur le même principe que les autres programmes et que si je clique avec le bouton droit, je peux ouvrir également une nouvelle session d'Internet Explorer. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, une deuxième icône est apparue en superposition, qui va me permettre de basculer d'une fenêtre à l'autre. Alors pour l'instant, les deux fenêtres contiennent la même chose. Je vais en choisir une et changer la page sur laquelle je me trouve. Je vais aller par exemple sur google.fr. Vous remarquez que les vignettes sont différentes. Dans Internet Explorer et dans d'autres navigateurs, il est possible de créer des onglets et d'avoir plusieurs pages ouvertes dans la même fenêtre du navigateur. Si je clique sur ce bouton ici, je vais avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Je peux par exemple, sur cette page, décider d'aller sur yahoo.fr. Sur la page de yahoo.fr, bien entendu, j'ai toutes les actualités, les différentes choses. Si je regarde dans la barre de tâches, mes trois fenêtres vont être côte à côte, sous forme d'aperçu, et je peux basculer de l'une à l'autre en cliquant simplement sur la vignette correspondante. Les onglets sont considérés comme des fenêtres, et je peux basculer d'un onglet à l'autre
en cliquant sur la vignette correspondante. Je vais à présent fermer le navigateur et nous allons voir ensemble ce qui se passe lorsqu'on essaie d'ouvrir un programme qui ne se trouve pas dans la barre de tâches. Si je souhaite par exemple ouvrir le programme Paint qui permet de faire du dessin, je vais cliquer sur le bouton démarrer et utiliser la zone de recherche du menu démarrer pour rechercher Paint. Je vais taper Paint, P-A-I-N-T, et je vais ouvrir le programme Paint en cliquant dessus une fois avec le bouton gauche. Si vous regardez la barre de tâches, vous remarquerez qu'une nouvelle icône est apparue correspondant au programme Paint. Cette icône n'était pas là tout à l'heure. Elle est en surbrillance tout simplement parce que le programme Paint est ouvert. Je vais à présent refermer le programme Paint. L'icône disparaît de la barre de tâches. Si je souhaite forcer cette icône à rester dans la barre de tâches, de la même façon qu'Internet Explorer, que le navigateur, que l'explorateur de fichiers, et que le lecteur Windows Media qui se trouve d'origine dans la barre de tâches, je vais tout simplement utiliser à nouveau le menu démarrer, rechercher Paint. Je vais cliquer avec le bouton droit sur le programme et je vais utiliser la fonction épingler à la barre des tâches. Si vous effectuez cette manipulation, vous remarquerez que l'icône reste dans la barre de tâches. Elle n'est pas en surbrillance tout simplement parce que le programme n'est pas en cours de fonctionnement. À présent, si je souhaite lancer le programme Paint, je n'ai plus besoin d'aller faire sa recherche dans le menu démarrer. Il me suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche sur l'icône correspondante dans la barre de tâches. Le programme s'ouvre alors. Je vais refermer Paint. Si vous souhaitez supprimer une icône de cette barre de tâches, tout simplement parce que vous avez ajouté Paint et qu'aujourd'hui vous n'en avez plus besoin, ou d'autres programmes, peu importe, j'ai pris Paint comme exemple, il vous suffira de cliquer avec le bouton droit sur cette icône et de cliquer sur détacher ce programme de la barre de tâches dans le menu contextuel qui s'ouvre. Vous pouvez constater que l'icône a disparu de la barre de tâches. Si vous souhaitez réorganiser les icônes qui se trouvent dans votre barre de tâches, c'est également possible. Il vous suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche et de maintenir enfoncé sur l'icône que vous souhaitez déplacer et de déplacer votre souris vers la droite ou vers la gauche pour réorganiser les icônes à votre convenance. Si vous lâchez le bouton de la souris, l'icône se retrouve à cet endroit. Je peux également reprendre une autre icône et la déplacer à nouveau. Pardon. Hop. Elle est maintenant à un autre emplacement dans la barre de tâches. La barre de tâches a aussi d'autres possibilités de personnalisation qu'on va retrouver en cliquant avec le bouton droit sur un espace vide. En cliquant avec le bouton droit, je fais apparaître le menu contextuel. Si je clique sur Propriétés, je vois apparaître cet écran et je vais pouvoir régler quelques éléments. Je vais par exemple pouvoir verrouiller la barre de tâches, qui est verrouillée par défaut. Si je déverrouille cette barre de tâches et que je clique sur Appliquer, vous allez voir apparaître des petites poignées, ce qu'on appelle des poignées, qui vont vous permettre de déplacer les choses et de les réorganiser différemment. Si je prends par exemple cet élément, je peux le déplacer grâce à la poignée. Il n'est plus verrouillé. Je vous conseille néanmoins de garder cette barre de tâches verrouillée, tout simplement pour éviter de fausses manipulations et pour éviter de déplacer par accident des zones qui peuvent être importantes, notamment la zone de notification. Cliquons avec le bouton droit à nouveau, retournons dans cette propriété. Une autre option vous permet de masquer automatiquement la barre des tâches. Si je clique sur cette option et que je clique sur Appliquer, la barre de tâches se cache automatiquement. Alors je vais cliquer sur OK. Vous voyez que la barre de tâches a disparu. Pour la retrouver, il suffit simplement de déplacer la souris en bas de l'écran. La barre de tâches apparaît à nouveau. Si je bouge la souris hors de la barre de tâches, elle se masque à nouveau. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité si votre écran ne dispose pas d'une grande résolution en hauteur. Il est souvent plus pratique, et notamment si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, de laisser la barre de tâches tout le temps visible. Pour ça, vous décochez cette option, masquer automatiquement, et vous cliquez sur OK. La barre de tâches reste donc tout le temps visible. Si je vais à nouveau sur Propriétés, il est également possible d'utiliser de petites icônes. Si je clique sur cette option et que je clique sur Appliquer, vous voyez que la taille des icônes a changé.
Il est souvent plus confortable d'utiliser de grandes icônes, mais encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser à votre convenance. Il est également possible de choisir la position de la barre de tâches. Par défaut, elle se trouve en bas de l'écran. Mais vous pouvez très bien décider de l'avoir en haut de l'écran. Voilà ce que ça peut donner. Le bouton démarrer se trouve là. Si on clique dessus, on accède au menu démarrer. Encore une fois, cette personnalisation est vraiment dépendante de vos préférences. Vous pouvez l'avoir par exemple également à gauche ou à droite. Mais sachez que l'utilisation de la barre de tâches à gauche ou à droite est moins intuitive et moins pratique si vous suivez des tutoriaux sur internet. La plupart des présentations qui sont faites seront faites avec une position de barre de tâches en bas, tout simplement parce que c'est la position naturelle de la barre de tâches de Windows. Il est également possible de choisir la façon dont les icônes interagissent, dont les icônes se présentent. Nous avons vu que les icônes se superposaient les unes avec les autres lorsque nous avions plusieurs fenêtres ouvertes du même type. Cette option est disponible tout simplement parce que le choix toujours combiner et masquer le texte est sélectionné. Si vous choisissez ne jamais combiner, à chaque fois qu'une nouvelle fenêtre va apparaître, une icône sera présentée. Faisons l'exemple. Avec OrdiRepar, vous voyez que maintenant du texte apparaît. Si je clique sur une nouvelle fenêtre Internet Explorer, j'ai bien une deuxième icône qui apparaît. Pour retrouver le fonctionnement initial, il suffit de cliquer à nouveau avec le bouton droit sur la barre de tâches, propriété dans le menu contextuel, et sélectionner toujours combiner et masquer le texte. Je clique sur OK pour valider, et je peux à présent fermer les deux fenêtres du navigateur. Une dernière option que l'on peut avoir avec la barre de tâches va être de réduire plusieurs fenêtres en un coup. Pour cela, on va cliquer sur plusieurs explorateurs de Windows. Si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, vous pouvez réduire toutes ces fenêtres en une seule fois, au lieu de cliquer, comme je viens de le faire, sur le bouton de réduction. Vous pouvez utiliser un bouton qui se trouve en bas à droite de la barre de tâches, qui est très discret et qui va permettre d'afficher le bureau. Si vous cliquez sur ce bouton, toutes les fenêtres seront alors réduites d'un seul coup. Vous voyez que le programme est toujours en cours de fonctionnement, que les trois fenêtres sont toujours ouvertes, et si vous souhaitez les retrouver, vous pouvez soit les retrouver individuellement, en cliquant dessus directement, ou alors cliquer à nouveau sur le bouton afficher le bureau, qui permet de retrouver les fenêtres exactement telles que nous les avions laissées. Si je laisse cette fenêtre en avant-plan et que je réduis toutes les fenêtres, si je clique à nouveau, c'est bien cette fenêtre qui se trouve devant. Nous pouvons fermer toutes ces fenêtres-là, et je vous propose de nous retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire de la barre de tâches de Windows. Comme vous l'avez vu, c'est un élément essentiel de Windows qui va vous permettre de démarrer des programmes, de savoir quels sont les programmes qui fonctionnent en ce moment, de basculer d'un programme à l'autre. On a vu également qu'on pouvait personnaliser cette barre de tâches, la déplacer un peu partout sur l'écran, qu'on avait la possibilité de changer la taille des icônes, la façon dont les icônes s'empilaient les unes sur les autres ou se mettaient côte à côte, qu'on pouvait ajouter des icônes pour lancer des programmes qui vous servent le plus souvent, que vous pouviez également supprimer des icônes. On a vu également qu'on pouvait manipuler un petit peu les fenêtres. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, on a vu simplement qu'on pouvait les réduire, les agrandir et les fermer, mais la manipulation des fenêtres, c'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. En tout cas, si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à la revisionner. Surtout, n'hésitez pas également à la partager autour de vous, à en parler, à la distribuer à des personnes qui pourraient en avoir l'utilité. L'intégrer sur votre site web, sur votre blog si vous en avez. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis j'aurai la possibilité de vous répondre. Et à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Je suis David pour OrdiRepar.com et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue sur la 4e partie de ce cours vidéo d'informatique destiné aux débutants et consacré à l'initiation et à la découverte de Windows. Je suis David pour OrdiRepar.com et dans cette vidéo, je vous propose de continuer l'exploration de l'interface Windows qu'on a commencé avec les vidéos précédentes et aujourd'hui on va s'attaquer à la zone de notification de Windows. On va voir ensemble ce que c'est, à quoi elle sert et comment on peut la personnaliser. Je vous propose de voir ça tout de suite après un petit générique.
voilà de retour sur le bureau de Windows, et cette fois-ci nous allons nous intéresser à la zone de notification. La zone de notification se trouve en bas à droite de votre écran, à l'extrémité de la barre des tâches. Dans cette zone de notification, il y a plusieurs éléments que nous allons détailler tout de suite. Le premier de ces éléments est la date et l'heure. La date et l'heure du système, telles qu'elles sont configurées dans Windows. Si vous pointez la souris sur la date et l'heure, vous verrez qu'un petit message apparaît au-dessus vous indiquant également le jour de la semaine. Ce type de message s'appelle une infobulle. Les infobules sont très utilisées dans Windows, notamment pour vous donner des indications supplémentaires sur ce que vous êtes en train de pointer avec la souris. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez peut-être remarqué que lorsque nous avons lancé des applications à partir de la barre des tâches, il y avait le nom de l'application lorsque nous pointions la souris sur l'icône. Si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le montre. Si je pointe la souris sur cette icône, je vois que c'est le lecteur Windows Media. Sur l'icône d'à côté, je vois que c'est l'explorateur Windows. Sur l'icône encore à côté, Internet Explorer. Et enfin, sur le bouton démarrer, je vois une infobulle qui indique démarrer. Mais revenons sur la zone de notification. Si vous souhaitez régler l'horloge de votre ordinateur, il vous suffit pour cela de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'horloge, ce qui fait apparaître un calendrier avec une horloge qui vous indique déjà la date et l'heure actuelle. Et pour les modifier, il vous suffit de cliquer sur modifier les paramètres de la date et de l'heure. En cliquant sur ce lien, vous ouvrez une fenêtre supplémentaire qui va vous permettre de changer la date et l'heure. À partir de là, il vous suffira d'aller piocher dans le calendrier et de choisir le jour qu'il est et l'heure qu'il est. Lorsque vous avez réglé l'horloge, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton OK. Je ne vais pas le faire sur cet ordinateur, mais vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. Je vais également annuler sur cette fenêtre-là. Immédiatement à gauche de cette horloge, vous avez une icône en forme de haut-parleur qui représente le volume sonore de votre ordinateur. Si je pointe la souris sur cette icône, je vois une infobulle qui m'indique que le haut-parleur est à 100%, c'est-à-dire que le volume sonore est au maximum. Si je clique avec le bouton gauche sur cette icône, il m'est possible de régler, à l'aide de ce curseur, le volume sonore de l'ordinateur. Je peux par exemple le descendre à 45% ou le remonter à 70%. Si je souhaite rendre l'ordinateur complètement muet et éviter ainsi de générer du bruit, je peux cliquer sur ce bouton qui me permet de couper le haut-parleur. En cliquant ici, plus aucun son ne sortira de Windows. Si je souhaite revenir à un état avec du son activé, il me suffit de cliquer à nouveau sur ce bouton et de régler le volume sonore à l'intensité souhaitée, à 100% en ce qui me concerne. Immédiatement à gauche de ce haut-parleur, il y a une icône qui représente la connexion à votre réseau. Actuellement, je suis connecté au réseau et donc j'ai accès à Internet. Si vous avez une connexion sans fil, c'est également à partir de cette icône que vous allez pouvoir choisir sur quel réseau Wi-Fi vous vous connectez. Si je clique avec le bouton gauche, je vois un menu qui apparaît, m'indiquant la liste des réseaux Wi-Fi à proximité de mon ordinateur, qui sont à portée de réception de mon ordinateur. Si vous avez un ordinateur portable, notamment, c'est ici que vous pourrez choisir sur lequel de ces réseaux vous souhaitez vous connecter. Enfin, immédiatement à gauche, se trouve le centre de maintenance. Le centre de maintenance est la zone qui permet à Windows de communiquer avec moi pour me donner les indications concernant la sécurité de mon ordinateur. Si vous avez un message qui apparaît à cet endroit, c'est que probablement vous avez un problème de sécurité sur votre ordinateur et il vous suffira de cliquer avec le bouton gauche sur ce drapeau pour faire apparaître le centre de maintenance. Windows vous proposera à ce moment-là des solutions pour résoudre ces problèmes. Il vous suffira de suivre le guide et de suivre les indications de Windows pour corriger ces problèmes. La zone de notification, c'est aussi cette petite flèche. Cette petite flèche va vous indiquer quelles sont les icônes qui sont cachées et qui ne sont donc pas présentes réellement dans la zone de notification. Si je clique dessus, je vois quelles sont les icônes cachées de ma zone de notification. Ces icônes correspondent à des programmes qui sont actuellement en train de fonctionner sur mon ordinateur. Je vois notamment mon antivirus, un logiciel qui permet de gérer ma carte son, et c'est-à-dire le volume sonore de mon ordinateur et la façon dont mon ordinateur gère le son, le logiciel de gestion de ma webcam, le logiciel que j'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo, pour capturer l'écran de mon ordinateur, etc. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Ne vous inquiétez pas si chez vous, vous n'avez pas ces icônes, c'est tout à fait normal. Chaque ordinateur étant différent, tous n'utilisent pas les mêmes logiciels, et chaque utilisateur étant différent,
Nous n'avons donc pas les mêmes besoins et nous n'utilisons pas les mêmes logiciels. Il se peut effectivement que votre antivirus soit différent du mien. Par exemple, que vous n'ayez pas la même webcam que moi et donc par conséquent que vous ayez un logiciel différent pour gérer votre webcam. Je suis actuellement en train d'enregistrer une vidéo sur mon ordinateur, ce qui n'est pas votre cas, et donc il est fort probable que vous n'ayez pas cette icône. Ne vous en faites donc pas, sur cette liste d'icônes, c'est tout à fait normal de ne pas avoir la même que la mienne. La zone de notification va être aussi l'endroit que Windows va utiliser pour vous indiquer s'il y a des mises à jour à effectuer sur votre ordinateur. Vous aurez une icône qui apparaîtra et qui correspondra à Windows Update, qui est le logiciel de mise à jour interne de Windows qui permet de télécharger les mises à jour et d'appliquer les mises à jour de Windows. Il se peut que Windows ait besoin de redémarrer l'ordinateur pour appliquer ces mises à jour. Vous serez alors averti également dans cette zone qu'un redémarrage est imminent, c'est-à-dire peut-être dans 10 minutes, ou si vous souhaitez régler une durée différente, vous pourrez modifier la durée en choisissant une durée différente donc dans ce menu déroulant qui est proposé par ce message. Nous allons voir ensemble maintenant comment personnaliser cette zone de notification. Pour personnaliser la zone de notification, il vous suffit de cliquer à nouveau sur cette petite flèche pour faire apparaître les programmes actuellement en cours de fonctionnement. Et sur le bas de cette fenêtre, vous avez un lien qui s'appelle Personnaliser. En cliquant sur Personnaliser, vous avez la liste des possibilités de personnalisation de votre zone de notification. On retrouve dans cette liste le centre de maintenance, le réseau, le volume sonore, mais également tous les programmes qui sont susceptibles de fonctionner dans cette zone de notification. Notamment, on va retrouver l'antivirus, ce qui est mon cas, l'antivirus Microsoft en ce qui me concerne. Chez vous, il est très certainement différent. Et d'autres programmes qui sont installés dans l'ordinateur. Pour chacun de ces programmes, il est possible de préciser la façon dont la zone de notification doit vous alerter des événements qui s'y produisent. C'est-à-dire, par exemple, pour le centre de maintenance, j'ai la possibilité d'afficher l'icône et les notifications. C'est ce qui est réglé par défaut. Si je décide de masquer l'icône et les notifications, le drapeau disparaît de cette zone. Vous voyez que le drapeau n'est plus là. Mais ce qui veut dire également que si des éléments sont portés à mon attention, je ne les verrai pas. Je peux, en revanche, décider de n'afficher que les notifications, c'est-à-dire que l'icône ne sera pas présente, sauf si le centre de maintenance a un message à me faire passer. Et dans ce cas-là, l'icône apparaîtra. Vous pouvez choisir ces réglages pour chacun des programmes, que ce soit pour le réseau, le volume, mais également pour tous les autres programmes comme l'antivirus, le logiciel de la webcam, pour votre imprimante, pour d'autres logiciels qui pourraient être présents dans la zone de notification. L'icône de Windows Update, dont je parlais tout à l'heure, ne s'affiche par exemple que lorsque des notifications sont apportées à ma connaissance. L'antivirus peut être un programme intéressant à afficher en permanence dans votre zone de notification. En l'occurrence, je vais personnellement régler le mien pour qu'il apparaisse en permanence. Je vais sélectionner dans le menu, afficher l'icône et les notifications, ce qui va me permettre de savoir que mon antivirus est bien en cours de fonctionnement et que je n'ai pas de problème de sécurité de ce côté-là. Il est également possible de régler d'autres paramètres qui sont des icônes système. À l'aide de ce bouton, vous allez cliquer et obtenir une liste des autres paramètres système que vous pouvez faire apparaître dans la zone de notification. C'est d'ailleurs ici qu'on va retrouver l'horloge, à nouveau le volume, le réseau, les paramètres d'alimentation si vous êtes sur un ordinateur portable, ce qui n'est pas mon cas, c'est pour cette raison que l'option est grisée chez moi, et le centre de maintenance. Si par exemple vous souhaitez faire disparaître l'horloge de la zone de notification, il vous suffira de cliquer sur ce menu et de choisir désactiver. Et vous voyez que l'horloge a disparu de la zone de notification. En ce qui me concerne, je préfère avoir l'horloge, donc je vais la laisser activée. Si vous avez fait des modifications et que vous n'êtes pas certain d'être revenu à l'état normal de l'ordinateur, en tout cas à son état d'origine, il vous est tout le temps possible de revenir à son état d'origine en cliquant sur Restaurer les comportements des icônes par défaut. Une fois que vous avez sélectionné quelles sont les notifications à afficher, il vous suffit de cliquer sur OK pour valider. Nous revenons à cette liste d'autres zones de notification de programmes que nous pouvons sélectionner. Et dans cette zone, c'est exactement la même chose. Nous avons aussi la possibilité de restaurer les comportements des icônes par défaut,
ce qui va avoir pour effet d'annuler toutes les modifications que nous aurions apportées. Il est également possible de décider d'afficher en permanence toutes les icônes dans la barre de tâches et donc dans la barre de notification. Si je coche cette case, toutes les icônes de tous les programmes qui sont en cours de fonctionnement s'affichent dans la zone de notification. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je décoche cette case et je reste sur ce fonctionnement. Je valide en cliquant sur OK. Si vous cliquez avec le bouton droit sur l'une de ces icônes, vous allez voir que d'autres options sont disponibles. Par exemple, pour le réglage du son, si je clique avec le bouton droit, un menu contextuel apparaît qui m'offre plus de possibilités que le simple clic avec le bouton gauche. De la même façon, si je clique avec le bouton droit sur l'icône de réseau, je peux résoudre les problèmes ou bien ouvrir le centre de réseau et partage. Sur la zone concernant le centre de maintenance, j'ai également des possibilités. Et sur chacune des applications, vous pouvez également tenter de cliquer avec le bouton droit de la souris, ce qui va vous donner parfois quelques options. Sur l'antivirus, en ce qui me concerne, je n'ai que la possibilité de l'ouvrir. Mais si vous ouvrez la liste des icônes cachées et que vous cliquez par exemple sur l'icône de la webcam, vous voyez qu'il y a d'autres options disponibles. Nous avons fait le tour des possibilités de cette zone de notification. Je vous propose de nous retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà ce qu'on peut dire de la zone de notification de Windows. Donc c'est notamment à partir de cette zone de notification que l'on peut régler l'horloge du système, le volume sonore de l'ordinateur, la façon dont on se connecte au réseau, et notamment si c'est un réseau sans fil en Wi-Fi, on peut choisir à quel réseau Wi-Fi il faut se connecter. C'est également dans cette zone que Windows va communiquer avec vous pour vous indiquer s'il y a des mises à jour à faire sur votre système, s'il y a un redémarrage qui est nécessaire par exemple. D'autres applications comme Flash Player, comme Adobe Reader pour les PDF, ou d'autres applications encore, peuvent communiquer avec vous à travers cette zone pour vous indiquer qu'il y a des mises à jour à effectuer. C'est également dans cette zone que vous voyez quels sont les programmes qui fonctionnent en ce moment sur votre ordinateur, et vous pouvez décider de les rendre systématiquement visibles pour être bien certain que ce programme fonctionne. C'est ce qui était mon cas avec l'antivirus par exemple. Vous pouvez décider de ne pas afficher ces programmes-là, par exemple, et de ne voir que lorsque ces programmes ont quelque chose à vous dire, des notifications donc à vous faire passer. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. Si certains éléments vous ont échappé, n'hésitez surtout pas à la revisionner. N'hésitez pas non plus à la partager, à en parler autour de vous, à communiquer autour de cette vidéo. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, si vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça coûte pas cher, et je vous remercie. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour la 5e partie de ce cours vidéo d'informatique destiné aux débutants et consacré à l'initiation et à la découverte de Windows. Je suis David pour ordirepar.com et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la manipulation des fenêtres, c'est-à-dire la façon de les agrandir, de les réduire, de modifier effectivement leur taille, de les réorganiser, de les déplacer, tout ce qui touche à la manipulation des fenêtres donc. C'est ce que je vous propose tout de suite après un petit générique. Nous voilà de retour sur le bureau de Windows, et comme je vous le disais en introduction, nous allons manipuler des fenêtres. Pour la petite histoire, Windows signifie fenêtre en anglais. Pour manipuler des fenêtres, il va nous falloir bien entendu au moins une fenêtre à manipuler. Je vais arbitrairement décider d'aller dans le menu démarrer et cliquer sur Documents, ce qui va avoir pour effet de m'afficher une fenêtre correspondant à l'explorateur Windows qui va s'ouvrir dans le dossier Documents. Ce dossier contient bien entendu des choses, des documents, des fichiers, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans un premier temps. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'anatomie de la fenêtre. On peut déjà remarquer qu'en haut à droite de cette fenêtre, il y a 3 boutons. Ces 3 boutons sont généralement trouvés dans toutes les applications Windows et vont permettre de contrôler la façon dont Windows affiche la fenêtre. Effectivement, si je pointe la souris sur l'un de ces boutons, j'ai une infobulle qui me dit à quoi sert ce bouton. Le premier va indiquer que la fonction est de réduire la fenêtre. Si je clique une fois avec le bouton gauche de la souris, effectivement, la fenêtre se réduit et vient se cacher dans la barre des tâches. Le programme n'est pas arrêté pour autant, il continue de s'exécuter en arrière-plan, mais la fenêtre n'est juste plus visible. Pour retrouver cette fenêtre, elle est dans la barre de tâches, il me suffit de pointer sur l'élément correspondant et de cliquer une fois avec le bouton gauche. La fenêtre sera alors restaurée dans les proportions
qu'elle avait avant d'être réduite. Si je recommence, je clique, la fenêtre se réduit. Si je clique dans la barre des tâches, je récupère cette fenêtre. Le deuxième bouton représente un rectangle. Et si je pointe la souris sur ce bouton, j'ai une infobulle qui me dit agrandir. Effectivement, la fenêtre n'occupe pas l'intégralité de l'écran. Elle est donc dans un mode qu'on appelle le mode fenêtré. Si je clique sur ce bouton, la fenêtre s'agrandit et passe en plein écran. Elle passe donc en mode plein écran et occupe l'intégralité de l'écran. Le bouton réduire, quant à lui, continue de fonctionner exactement de la même façon. Si je clique sur le bouton réduire, la fenêtre vient à nouveau se cacher dans la barre des tâches, et pour la récupérer, il me suffit de cliquer à nouveau dessus. Vous constaterez que quand la fenêtre revient, elle revient exactement dans les proportions qu'elle avait avant d'être réduite. Et là, elle est en mode plein écran. Si je souhaite revenir au mode fenêtré, il me suffit de cliquer à nouveau sur le bouton central qui a légèrement changé d'aspect. Il ne représente plus un rectangle, mais deux rectangles l'un sur l'autre. Si je pointe d'ailleurs la souris dessus, l'infobulle m'indique niveau inférieur, qui n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, qui était agrandir. Si je clique donc sur ce bouton, la fenêtre n'est plus en mode plein écran, elle revient en mode fenêtré et n'occupe plus l'intégralité de l'écran. Je peux indifféremment être en mode fenêtré ou en mode plein écran pour réduire ma fenêtre. Si je clique sur réduire en mode fenêtré, quand je restaure, je suis en mode fenêtré. Si je suis en mode plein écran et que je clique sur réduire, quand je restaure, je retrouve le mode plein écran. Le dernier bouton, quant à lui, permet de fermer la fenêtre. Si je pointe la souris dessus, effectivement, l'infobulle m'indique fermer. Si je clique sur cette croix, donc, sur fond rouge, le programme s'arrête. Et on voit que le programme s'est arrêté parce que l'icône dans la barre des tâches n'est pas encadrée. Elle n'est pas en surbrillance. Ce qui indique bien que le programme s'est arrêté. Je vais attirer votre attention sur un petit détail. Je vais rouvrir ce document, donc en cliquant sur le menu démarrer et sur document. Et vous constaterez que quand j'ai fermé la fenêtre, j'étais en mode plein écran. Quand j'ouvre la fenêtre à nouveau, je retrouve ce mode plein écran. Essayons de repasser en mode fenêtré et de voir si ça fonctionne exactement de la même façon en mode fenêtré. Donc je suis en mode fenêtré, je clique sur la croix, la fenêtre disparaît, donc le programme s'arrête. Si je retourne dans le menu démarrer et que j'ouvre à nouveau document, je suis effectivement en mode fenêtré. Voilà ce qu'on peut dire des réductions et des agrandissements de fenêtres. Il existe d'autres moyens de passer la fenêtre en mode plein écran. Un moyen qui est apparu avec Windows 7, qui est finalement un moyen assez simple et assez élégant. Il suffit de maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé dans la zone de la barre de titre. Alors, avant de faire cette manipulation, je vais juste expliquer pourquoi cette zone s'appelle la barre de titre, puisque effectivement dans l'explorateur Windows, ce n'est pas très parlant. Si je prends un autre exemple, et que je vais lancer par exemple la calculatrice, on constate que le titre de l'application apparaît effectivement dans cette zone, calculatrice. Si j'ouvre par exemple le bloc-notes, j'ai bien le bloc-notes qui apparaît dans la zone de la barre de titre et le titre du document que je suis en train de taper, qui évidemment est vide pour le moment puisque je n'ai encore rien tapé. Je vais pouvoir fermer ces applications en cliquant sur la croix. Et ça marche exactement comme l'explorateur Windows. Cette barre de titre donc va nous permettre de gérer plusieurs choses sur cette fenêtre, notamment le déplacement de la fenêtre. Si je maintiens le bouton gauche enfoncé en cliquant sur cette barre de titre et que je me déplace dans quelque direction que ce soit, la fenêtre suit le mouvement de la souris. Et c'est en utilisant cette fonction de déplacement qu'on va pouvoir agrandir la fenêtre en mode plein écran par un moyen qui est apparu donc, comme je vous le disais, dans Windows 7. Si je maintiens enfoncé le bouton gauche de la souris sur cette barre de titre et que je déplace la fenêtre vers le haut de l'écran, lorsque la souris va toucher le bord de l'écran, la fenêtre va passer automatiquement dans un mode plein écran. Vous voyez qu'il y a une zone bleue qui recouvre la totalité de l'écran. Si je lâche le bouton de la souris, ma fenêtre est passée en mode plein écran. Pour ressortir de ce mode plein écran et revenir en mode fenêtré, il me suffira de cliquer à nouveau et de maintenir enfoncé la souris, donc le bouton gauche de la souris sur la barre de titre, et de déplacer la souris vers le bas de quelques centimètres, et je retrouve ma fenêtre en mode fenêtré. Je peux recommencer,
je prends la fenêtre avec la barre de titre, je la glisse sur le bord de l'écran, sur le bord haut de l'écran. La fenêtre passe en mode plein écran, je rattrape la fenêtre par sa barre de titre et je descends. La fenêtre revient en mode fenêtré. Il y a une autre possibilité qui est de glisser la fenêtre sur l'un des bords de Windows, sur l'un des bords de l'écran du bureau. Si je prends toujours cette barre de titre avec la souris que je maintiens enfoncée et que je me déplace sur le bord gauche de l'écran, vous voyez que la zone bleue apparaît et occupe la moitié de l'écran. Si je lâche la souris, la fenêtre s'est redimensionnée automatiquement pour occuper la moitié de l'écran. Quel intérêt, me direz-vous? Bien tout simplement, si vous avez besoin de déplacer des choses d'un dossier à un autre, on va faire l'exemple. Si je clique sur le bouton démarrer et que je vais dans Images, je peux prendre la deuxième fenêtre, la glisser sur l'autre bord de l'écran. Vous voyez que la zone occupe l'autre moitié de l'écran, je lâche la souris, et j'ai comme ça mes deux fenêtres côte à côte, ce qui va me permettre de déplacer des éléments d'une fenêtre à une autre. Nous n'allons pas le faire dans cette vidéo, il y aura probablement d'autres vidéos qui permettront d'expliquer plus facilement comment copier des dossiers copier des éléments d'un dossier à un autre. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais vous voyez que déjà, on a les prémices de ce genre de choses. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre et détacher cette fenêtre-là du bord de l'écran. Pour la détacher du côté de l'écran, de la même façon, il faudra que je maintienne enfoncée la souris sur la barre de titre et que je descende légèrement la souris de quelques centimètres et la fenêtre se détache et revient en mode fenêtré. Une autre façon de redimensionner ma fenêtre est d'utiliser les bords de chacun des bords de la fenêtre. Si je vais sur le bord droit, par exemple, de la fenêtre, on voit que la souris change d'icône, n'est plus représentée par la même flèche que d'habitude, et est représentée par une double flèche qui se déplace sur les deux côtés. Si je me déplace sur un bord de l'écran et que je maintiens une fois la souris avec ce type d'affichage, si je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et que je déplace ma souris vers la droite ou vers la gauche, je peux agrandir ou réduire ma fenêtre en largeur. Bien entendu, ça marche également de l'autre côté. De l'autre côté, si je me mets exactement sur le bord, ma souris change d'affichage et est représentée par une double flèche. Si je maintiens le bouton gauche enfoncé, je peux agrandir ou réduire ma fenêtre. On a exactement le même mode de fonctionnement sur le bord bas de l'écran, par exemple, et la souris va afficher une double flèche verticale vers le haut ou vers le bas, et si je maintiens le bouton gauche enfoncé, je peux réduire ou agrandir ma fenêtre. De la même façon, je peux également aller tout en haut de ma fenêtre et exactement sur le bord, pas sur la barre de titre, mais juste au-dessus, et avoir le curseur de la souris qui change également et qui devient cette double flèche verticale. Et en maintenant le bouton gauche enfoncé, je peux l'agrandir ou la réduire. En faisant ça, je ne peux jouer que sur un paramètre à la fois, c'est-à-dire soit la largeur, soit la hauteur. Heureusement, il existe une autre possibilité qui est d'attraper l'un des coins de la fenêtre. Et vous voyez que le curseur de la souris prend une forme de double flèche oblique à peu près à 45 degrés. Et si je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé, je peux, en suivant le sens des flèches, agrandir ou réduire ma fenêtre, mais dans les deux sens, que ce soit horizontal ou vertical, que ce soit en largeur ou en hauteur. Ça marche également de l'autre côté, et en fait ça marche sur n'importe quel angle. Je peux le faire en haut, et je peux le faire également de ce côté-là. Attention tout de même à ne pas cliquer sur la croix, mais ça fonctionne. Encore une autre possibilité de redimensionnement de ma fenêtre va être d'attraper le bord haut de la fenêtre et de le glisser jusqu'au bord de l'écran. Ma fenêtre va automatiquement s'ajuster à la hauteur maximale disponible sur le bureau. Je vais recommencer la manipulation avec une fenêtre légèrement plus petite. Si je me mets ici, j'attrape le bord haut de ma fenêtre et je le glisse sur le bord de l'écran. La zone bleue apparaît et je vois que je peux lâcher la souris. Ma fenêtre a été redimensionnée en hauteur sur l'écran. Ce mode-là est très pratique par exemple pour les traitements de texte où on a besoin d'avoir beaucoup de lignes à l'écran. On a besoin d'occuper la hauteur totale de l'écran. La largeur, quant à elle, n'est pas affectée. Pour détacher bien entendu cette fenêtre, je vais recommencer la même manipulation et je vais glisser dans l'autre sens.
Donc si vous attrapez la fenêtre, vous pouvez la déplacer effectivement d'un côté à l'autre, vous pouvez la réduire, l'agrandir comme vous le souhaitez, la coller sur l'un des bords de l'écran. Donc voilà comment on manipule des fenêtres dans Windows. Avant de finir cette vidéo, il y a d'autres façons d'arranger les fenêtres et d'organiser les fenêtres à l'écran. Je vous ai montré tout à l'heure effectivement qu'on pouvait glisser une fenêtre sur un bord de l'écran, avoir une deuxième fenêtre glissée sur l'autre bord, mais ce n'est pas la seule façon de le faire. Je vais par exemple cliquer sur ce bouton explorateur de Windows et ouvrir une nouvelle fenêtre d'explorateur. Je peux par exemple réorganiser mes fenêtres en cliquant sur la barre de tâches. En cliquant avec le bouton droit, j'obtiens un menu contextuel et sur ce menu contextuel, je peux décider par exemple de mettre les fenêtres en cascade. Si je clique dessus, mes deux fenêtres sont bien en cascade. Alors sur deux fenêtres, c'est pas forcément très parlant. On va en ouvrir un petit peu plus. Alors on va ouvrir, musique, on va ouvrir le dossier personnel. Voilà, ça me fait quelques fenêtres d'ouvertes, 4 fenêtres en l'occurrence. Si je clique avec le bouton droit sur la barre des tâches et que je clique sur cascade, les 4 fenêtres sont bien en cascade, l'une devant l'autre. Je peux les déplacer, je peux effectivement toutes les bouger, les ajuster, les réduire, les agrandir, faire à peu près ce que je veux, mettre les unes devant les autres, utiliser la barre de tâches pour basculer de l'une à l'autre, c'est tout à fait possible. Un autre mode d'organisation des fenêtres, toujours depuis la barre des tâches, en cliquant avec le bouton droit et toujours dans le menu contextuel, c'est d'avoir les fenêtres empilées. Si je clique sur fenêtre empilée, vous voyez que les fenêtres s'empilent et se répartissent la totalité de l'écran de façon équitable. Si j'ai 4 fenêtres, elles se mettent effectivement chacune dans un quart de l'écran. Si je clique à nouveau sur le menu sur la barre de tâches et que je choisis de mettre les fenêtres côte à côte, avec 4 fenêtres, on ne voit pas la différence. Je vais juste vous montrer ce que ça donne avec 3 fenêtres. Si je ferme l'une de ces fenêtres et que je recommence la manipulation, clic droit, afficher les fenêtres empilées, vous voyez qu'elles sont bien l'une au-dessus de l'autre et qu'elles sont effectivement empilées. Si maintenant je retourne cliquer avec le bouton droit dans la barre de tâches et que je demande à les afficher côte à côte, elles sont affichées côte à côte cette fois-ci et non pas empilées. Si je décide de ne plus les afficher côte à côte, je peux annuler l'affichage côte à côte. Et elles reviennent dans l'affichage qui était l'affichage précédent. On va avoir encore un petit exemple. Je les remets en cascade les fenêtres. Je les remets comme ça. Et je vais essayer par exemple de mettre plusieurs éléments à l'écran. La calculatrice par exemple, le bloc-notes. Je vais ouvrir d'autres fenêtres d'explorateur. Je vais volontairement mettre un petit peu la pagaille sur ce bureau. On va voir qu'il y a beaucoup d'éléments et que ça va être assez difficile de voir les choses. Mais c'est fait exprès. Alors, encore quelques petites secondes de patience, le temps que je prépare les choses. Voilà. Donc vous voyez que il y a plusieurs fenêtres sur cet écran et que par exemple si je souhaite taper mon courrier, taper un document dans le bloc-notes, je vais cliquer donc comme je vous ai montré sur la barre des tâches sur le programme bloc-notes et je vais commencer à taper mon courrier. Et je peux écrire ce que je veux. Mais toutes ces fenêtres à l'écran, ça me perturbe. Et j'aimerais pouvoir m'en débarrasser et ne garder que le bloc-notes à l'écran. Plusieurs possibilités s'offrent à moi, c'est soit de passer sur les fenêtres une par une et de cliquer sur réduire, mais vous vous rendez bien compte que ça va être assez fastidieux. Soit de cliquer, comme je vous l'ai montré dans les vidéos concernant la barre de tâches, sur le bouton afficher le bureau, qui va avoir pour effet de tout masquer, puis de retourner chercher le bloc-notes, ce qui est quand même assez long également. Si je clique à nouveau sur afficher le bureau, je vois que je retrouve toutes mes fenêtres. Depuis Windows 7, il existe une autre petite astuce qui permet de nettoyer un petit peu son bureau, un peu plus simplement et de façon un peu plus amusante. Si je clique et que je maintiens le bouton gauche enfoncé de la souris sur la barre de titre de mon bloc-notes, qui est l'élément que je veux conserver, et que je secoue la fenêtre de gauche à droite, toutes les autres fenêtres vont se masquer automatiquement. Voilà, c'était une petite astuce amusante. Je peux à présent fermer mon bloc-notes. Non, je ne souhaite pas enregistrer ce document. Et on se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien nous voilà arrivés au terme de cette vidéo sur la manipulation des fenêtres.
Donc nous avons vu ensemble qu'on pouvait agrandir ou réduire les fenêtres, les passer en mode plein écran, les repasser en mode fenêtré, les réduire dans la barre des tâches. On pouvait également avoir plusieurs fenêtres qui s'affichaient à l'écran, les réorganiser de façon à les mettre côte à côte, ou les empiler grâce au menu contextuel de la barre des tâches. On peut également les mettre en cascade. On a vu qu'on pouvait manipuler ces fenêtres finalement à notre guide. J'espère que cette vidéo vous a été profitable, qu'elle vous a été bénéfique. Cette vidéo conclut également cette série destinée aux débutants et consacrée à l'initiation et à la découverte de Windows. Comme toujours, c'était David pour ordirépar.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, à en parler. Et éventuellement à me laisser un petit commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, ou du moins cette série de vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.